Donc bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vais essayer de faire une bonne présentation avec l'état des lieux de ces sujets sur l'impact de la prise en charge précoce auprès des personnes en situation de TSA, des troubles de spectre autistique, et aussi avec mon petit accent, que j'espère que ça va venir édulcorer votre après-midi, en plus du petit verre de champagne que vous avez pu déguster pour fêter les 40 ans d'Air. Donc, je me présente, je m'appelle Elena, je suis, comme Monique Martinez disait, psychologue spécialisée en neuropsychologie. Donc, j'ai fait mes études en Espagne, à Barcelone. Et pour vous expliquer rapidement, avant de commencer ma présentation, j'ai globalement plus travaillé en France, dans les territoires français qu'en Espagne, grâce à l'opportunité de pouvoir collaborer avec les programmes Eurodyssée, qui c'est un programme similaire à l'Erasmus, qui permet de favoriser la coopération des jeunes professionnels dans l'espace européen. Et donc, grâce à ça, j'ai démarré mon parcours ici. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir accompagner des établissements médico-sociaux dans des formations métiers, donc avec l'association aussi. Et ça fait 10 ans déjà que l'aventure a commencé et que j'espère que ça va longtemps durer avec des belles initiatives et une bonne équipe pluridisciplinaire comme on l'a aujourd'hui, et aussi international, donc c'est chouette. Voilà, donc commençons la présentation d'aujourd'hui. Donc l'impact de la prise en charge précoce, pour faire un peu appel aussi au plan national sur l'autisme de l'année 2027 jusqu'à 23 jusqu'à l'année 2027. J'ai mon truc là. Alors, commençons par faire un piqûre des rappels, que ça fait déjà des échos, parce qu'on en a parlé ce matin avec les différents intervenants, non? Mais qu'est-ce que c'est les troubles du spectre autistique? Donc, on en a parlé sur les troubles dyslexiques, on en a parlé sur les troubles du développement intellectuel, il y en a parlé dernièrement aussi par rapport aux différents repérages, différentes interventions sur les TSA, avec la dernière intervenante, avec Madame Pizza. Donc, on fait un rappel sur les TSA. Donc, aujourd'hui, dans les critères diagnostiques du DSM-5, que c'est les troubles, le manuel international qui est en vigueur, qui existe depuis les années 2013. Donc, on va voir des symptômes que vous voyez ici sur l'écran communs par rapport aux troubles du spectre. C'est-à-dire que c'est un trouble, et dans les troubles, on va voir une variabilité de comportements qui sont singuliers et qui font partie après de la singularité, des particularités de chacun. Mais après, dans ces troubles et dans ces symptômes communs, on va voir déficit dans la cognition et dans la communication sociale, et par conséquent, on va avoir des difficultés dans les relations sociales, parce que ça, c'est l'impact qu'on va voir vis-à-vis de la société. Mais à la base, c'est des difficultés dans la cognition, donc au niveau neurologique. Déjà, on a une difficulté de base innée, soit génétique ou soit lésionnelle, comme le docteur Martini a dit ce matin, qui va impacter dans la compréhension et dans les décodages des difficultés sociales. Ensuite, on va voir les deuxièmes groupes des catégories, qui c'est les difficultés comportementales, avec des comportements répétitifs et des comportements restreints. Donc, c'est des personnes qui vont avoir des intérêts très spécifiques, très particuliers, et très beaux aussi. Et voilà, tout ça, ça fait partie après du trouble. Alors, dans les critères diagnostiques cliniques, les professionnels prennent en compte l'intensité et la fréquence des troubles, c'est-à-dire que normalement, on va avoir 3 degrés de troubles en fonction des niveaux d'aide qu'on va avoir, que les politiques publiques, que les services médico-sociaux vont apporter. Donc, on va avoir les troubles du spectre autistique léger, les troubles de spectre autistique modéré, les troubles de spectre autistique sévères, en fonction aussi des différentes comorbidités, comme on a bien parlé ce matin, les différentes comorbidités avec des troubles TND, parce qu'aujourd'hui, tout est mélangé, en fait. Donc, les TSA, finalement, c'est un trouble neurodéveloppemental qui débute précocement dans l'enfance, normalement avant l'âge de 3 ans, et avec une symptomatologie qui va varier d'une personne à l'autre. Alors, on verra plus tard, lors de l'intervention, qu'en fonction du type de traitement, du type d'approche qu'on va apporter et l'âge, l'importance de l'intervention précoce, et cette symptomatologie va pouvoir diminuer si on prend en charge précocement les personnes en situation de TSA, et notamment avant de l'âge de 4 ans. Donc aujourd'hui en France, on est régi
Donc, je m'excuse si je me trompe des mots. J'essaie de faire la traduction littérale. Donc, on est régi un peu par les modèles inclusifs. Hein. Donc, c'est un modèle, une approche personnalisée qui prend en compte, selon la haute autorité de santé, depuis l'année 2023, l'importance de personnaliser les prises en charge, de personnaliser, c'est-à-dire les parcours scolaires, les parcours sociaux, les parcours aussi professionnels, tout au long de la vie des personnes en situation de TSA, par les biais des différentes méthodes, approches, accompagnements, stratégies, donc notamment la communication alternative, donc pouvoir favoriser dans un milieu écologique, c'est-à-dire pas forcément dans les établissements, mais aussi dehors, donc l'importance vraiment de la fonctionnalité de pouvoir accompagner à l'extérieur, via des stratégies comme la communication alternative, à travers des outils de communication augmentée alternatives qui soient adaptés aux besoins individuels. Donc avec ça, on s'appuie beaucoup sur des méthodes non-verbaux, d'outils de communication non-verbaux, notamment les pictogrammes, les outils comme les PECS, les Makaton, que c'est le langage des signes multimodal aussi, qui mélange les pictogrammes avec les signes, etc., le langage des signes. Donc voilà, tout ça, il y a des rapports et des dossiers sur les sites de la Haute Autorité de Santé. Donc avec l'enseignement structuré aussi, donc on va avoir des méthodes pédagogiques adaptées favorisant l'inclusion scolaire. L'autonomie, donc l'importance dans ces modèles inclusifs d'éveiller à nous une autonomie. Donc l'autonomie, ce n'est pas l'effet forcément de faire les choses tout seul, mais c'est aussi de pouvoir choisir à tout moment et avoir la liberté de pouvoir choisir les préférences et les choix de toutes les opportunités de mon environnement, tout ce qui concerne l'autodétermination. Et enfin, les outils visuels, c'est-à-dire tous les supports visuels qui facilitent la compréhension et l'apprentissage. Donc voilà les modèles inclusifs, les différents axes nécessaires pour pouvoir les maintenir à long terme. Voyons maintenant quelle est l'épidémiologie, c'est-à-dire quels sont les pourcentages. Donc on en a parlé ce matin, donc on va avoir sur les TSA en France un pourcentage de 1%, que c'est la prévalence générale. Donc, une estimation de la prévalence du TSA chez les enfants en France. Donc, 1%, ça correspond grosso modo des personnes, pas forcément des enfants, mais des personnes, soit des enfants, des adolescents, des adultes, voilà. Donc, 700 000 personnes TSA en France, dont 800 enfants aussi. Je pense que c'est un ratio de 2,3 à 9 pour 1000 enfants. Tous les 1000 enfants, on va avoir un ratio. Après, ça dépend des régions, évidemment. Donc, ça dépend après de l'accès au diagnostic et de la coordination par rapport aux régions en France. Mais voilà, on va avoir un ratio, grosso modo, de 1% et de 2,3 jusqu'à 9% pour les 1000 enfants. Après, ça change par rapport aux États-Unis. Aux États-Unis, on va avoir un pourcentage de 2,3% des enfants qui sont diagnostiqués TSA. Mais on revient aux politiques publiques, on revient aussi à la démocratisation et à la facilité après des réseaux et du diagnostic qui est beaucoup plus simple, on va dire, aux États-Unis, beaucoup plus généralisé qu'en France. Après, ce qu'on constate qui est très intéressant, c'est par rapport à la croissance du diagnostic. Donc, si vous voyez les 300% qu'on voit ici sur l'écran, ça correspond dans les dernières 20 ans. Donc, il y a eu une hausse de 300% des personnes qui ont été diagnostiquées en France. Donc, c'est énorme. Et cette augmentation diagnostique, c'est grosso modo grâce au changement de DSM, c'est-à-dire qu'avant, la conception et la nosologie du TSA, c'était plus axé sur les catégories. Et puis maintenant, on est plus dans les dimensions. Donc, on va dire qu'on a une facilité diagnostique avec des outils diagnostiques plus simples et une formation des professionnels aussi beaucoup plus homogène. Donc, cette augmentation résulte des meilleurs outils de dépistage, d'une meilleure sensibilisation et de l'élargissement des critères diagnostiques, comme on vient de souligner, et qu'on a les auteurs qui les confirment. Alors, l'évolution des pratiques, donc on a les grandes instances
internationales et nationales, notamment l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, on a les CDC, donc la commission départementale des consultatives aussi, on a l'APA, hein, donc c'est des instances internationales qui justifient aussi l'importance de l'intervention précoce auprès des enfants TSA, grâce à l'évolution historique, hein, grâce à toutes les améliorations qui sont faites au fur et à mesure. Alors si on résume, hein, parce que ça peut être tout très longue, mais on va essayer de résumer un peu sur 3 périodes clés, on va dire en France. Donc déjà avant 2010, on était plus axé sur une approche institutionnelle, donc plus axé sur les établissements médico-sociaux, etc., donc beaucoup plus fermé vers l'ordinaire, avec un diagnostic tardif et un focus plus sur la déficience, c'est-à-dire sur la difficulté. On était beaucoup plus axé sur ça, donc on ne voyait pas forcément les capacités, etc. Donc on était sur ces modèles avant 2010. Ensuite, il y a eu une progressive évolution qui s'est faite à partir de ces dates-là. Depuis l'année 2010 jusqu'à l'année 2020, on a les différents plans autisme successifs qui se sont mis en place et une évolution vers l'inclusion. Et c'est là qu'il a commencé à émerger les plans, la stratégie nationale de 2023. Donc, c'est cette stratégie nationale TND, diagnostic précoce et désinstitutionnalisation. La France s'inspire désormais des modèles canadiens, désormais des modèles suédois, des modèles britanniques et des modèles aussi américains, grâce aux recherches, méta-recherches, toutes les évidences scientifiques qui ont été constatées jusqu'à aujourd'hui, voilà, qui favorisent l'importance de développer des interventions précoces et qui soient aussi individualisées. Donc, pourquoi intervenir tôt ? Effectivement, on a eu des recherches, donc notamment des études qui se sont faites aux États-Unis avec un échantillon d'enfants aux États-Unis, notamment mené par les laboratoires de Dawson, Dawson et collaborateurs. On a aussi des recherches qui se sont faites en France et en Suisse, notamment dans la partie de Genève, qui ont été menées par Franchini et collaborateurs, et aussi en Inglaterra, en Grande-Bretagne, qui ont été faites par Green et collaborateurs. Donc, ça regroupe un peu les mêmes périodes et ça confirme après des preuves scientifiques par rapport à cette importance. On voit la plasticité cérébrale, c'est-à-dire que les cerveaux jeunes s'adaptent beaucoup mieux aux interventions et ça on le sait avec la formation des 3000 premiers jours de vie. Hein. Les 3 premières années de vie sont essentielles aussi pour la maturation du cerveau, la connexion synaptique, vraiment l'intermodularité et pouvoir aussi compenser un déficit primaire à cause du handicap et du trouble du neurodéveloppement. Non, donc cette plasticité cérébrale, plus tôt je vais venir intervenir, mieux ça va être après pour pouvoir compenser, s'adapter dans l'environnement et dans la vie ordinaire de l'enfant. Hein, du point de vue cognitif, du point de vue social, mais du point de vue aussi émotionnel. On voit aussi des constats par rapport à l'amélioration du QI, du quotient intellectuel, sur la communication, sur les interactions sociales. Et par rapport aux résultats, on a entre 20 et 50% des enfants qui montrent des améliorations significatives. Donc voilà, on a des preuves assez encourageantes pour pouvoir continuer autour de l'intervention précoce. Hein. Donc 20 à 50%, on estime que c'est beaucoup. Les bénéfices de l'intervention précoce, donc sur la communication, on voit que les enfants qui ont appris à travers des stratégies intensives et expertes dans leur environnement quotidien, et notamment avec les familles, c'est très important aussi la participation de la famille, ils vont avoir une amélioration significative à des capacités de communication verbale et aussi non verbale. Une amélioration aussi des interactions sociales. Alors, ils ne vont pas forcément participer au Twitter. Hein. Là, on a l'image de Twitter, que c'est les réseaux sociaux, donc pas forcément. Non, mais après, voilà, ils vont participer plus dans les commentaires, dans les relations sociales, développement des compétences sociales et aussi relationnelles. Une amélioration dans l'autonomie, donc une meilleure autonomie dans les activités de la vie quotidienne. Et dans la scolarité, on voit qu'il y a une insertion plus aisée à milieu scolaire ordinaire.
Et n'oublions pas l'importance aussi économique, c'est-à-dire que pour chaque euro qui était investi dans la prise en charge précoce, eh bien, les économies sur les prises en charge médico-sociales aussi ultérieures sont considérables. Déjà avec une réduction des coûts institutionnels des 70%, des mois des recours aux services spécialisés, une meilleure insertion professionnelle future et la diminution aussi du stress familial. Et donc, on va avoir un impact économique direct et indirect à court et à moyen terme. Si on change l'approche d'intervention des personnes en situation de handicap dans des TSA. Passons maintenant au rôle central de la famille. Il ne faut pas oublier que dans l'intervention, la famille doit être au cœur du dispositif. Quand je parle au cœur, c'est l'importance aussi de les soutenir dans le quotidien. Déjà de soutenir leur pratique éducative, la confiance en eux, éviter les stress parentaux, que c'est très important, ils sont vivent au quotidien beaucoup. L'autodétermination des familles. Donc on parle beaucoup de l'autodétermination des enfants, mais c'est très important aussi l'autodétermination, les pouvoirs d'agir et donner des opportunités aux familles pour qu'ils puissent participer dans toutes les démarches éducatives, soit dans les institutions, soit à domicile. Donc vraiment renforcer tous ces axes-là, parce qu'on voit que les familles jusqu'à maintenant, ils n'ont pas assez été prises en compte. Et aujourd'hui, on va insister vraiment sur cette feuille de la marguerite. Donc l'engagement parental, la formation, c'est-à-dire l'apprentissage des stratégies éducatives et comportementales, le soutien émotionnel, comme on disait, les quotidiens et les partenariats. Il y a des études qui montrent aussi que l'engagement familial est associé à une progression plus rapide de l'enfant et à une meilleure adaptation familiale globale. Quels sont les programmes? Je joue beaucoup avec mon micro. Ça, c'est les nerfs. Alors, quels sont les programmes recommandés par la HAS aujourd'hui pour les TSA? Donc, on va avoir essentiellement, ça, c'est les programmes d'intervention globale. Après, on a des programmes d'intervention spécifiques, comme notamment la rééducation orthophonique, comme par exemple l'entraînement aux habilités sociales, à l'aide des scénarios sociaux et des histoires sociales, toujours appuyés avec l'aide des pictogrammes, du FALC, du facile à lire, du facile à comprendre, etc. Mais dans les programmes d'intervention globale, ce qui est recommandé aujourd'hui par rapport à l'efficacité scientifique, ça ne veut pas dire que c'est la panacée, mais que aujourd'hui, c'est une obligation pour les établissements d'appliquer ces stratégies-là et aussi pour les proposer aux parents. Donc, on va avoir l'ABA, que c'est l'Applied Behavior Analysis, que c'est l'approche américaine basée sur l'approche comportementale, c'est-à-dire la mise en place des stratégies, notamment des renforcements, des récompenses, des valorisations, avec une décomposition des tâches et de l'accompagnement sans aide, c'est-à-dire qu'on essaye de ne pas laisser en échec l'enfant. On a après les Early Start Denver Model, c'est le modèle de Denver. Donc, c'est un modèle spécifique pour l'intervention précoce. On verra plus tard, je vais vous montrer une vidéo d'un CESAD qui applique cette approche Denver au quotidien. Comme ça, c'est beaucoup plus illustratif, c'est beaucoup plus parlant pour vous. Mais en gros, c'est un modèle qui est basé sur l'approche développementale, c'est-à-dire qui prend en compte les jalons d'apprentissage et les stades d'apprentissage de l'enfant, notamment en comparaison avec Piaget, les stades de Piaget, etc. Bon, voilà. Donc ça reprend les différents stades, les différents jalons, les différentes compétences par rapport à tous les domaines globaux de l'enfant. Communication, cognition, relations sociales, sensorielles, autonomie, etc. Ensuite, on a les programmes TEACH, que c'est Training, Education, etc. Donc, c'est très long, oui. Donc, TEACH, c'est pas les tests d'attention dont on parlait tout à l'heure. La psychologue Madame Pizza, elle parlait des tests attentionnels pour diagnostiquer les TDAH. Non, c'est très à la mode ces cycles, mais non. Les TEACH, c'est une approche mixte qui prend en compte
la structuration et l'autonomie dans l'environnement grâce à des repérages visuels sous forme des couleurs, formes. Enfin, on individualise et on personnalise en fonction des capacités et en fonction aussi de la motivation de chaque personne. L'objectif étant qu'il soit autonome. C'est une approche quand même, c'est des approches anciennes. Hein. Teach, c'est une approche qui date des années 60 ou 70, je crois. Et c'était la première approche internationale qui incluait les parents. Ça, c'est très important à souligner, l'importance de ça, avec des unités de coéducation avec les parents. Et là-bas, elle est beaucoup plus ancienne. Donc là-bas, elle date des années 20, des années 30, et ça a été aussi développé dans les États-Unis. Et les Denver, c'est les plus récents. C'est les plus récents, donc aujourd'hui, c'est encore assez méconnu. Ça commence, donc il y a déjà des petits établissements en France qui les mettent en place, mais ça demande encore beaucoup de formation et beaucoup de diffusion. Et enfin, la guidance parentale, c'est aussi une approche globale qui doit être combinée. Hein. Ça, c'est des approches vraiment combinées, trans, appelez-vous comme vous voulez, voilà, modulaires, inter-applicables. Les plus importants, c'est de trouver les programmes personnalisés avec les moyens et l'approche personnalisée qui soient les plus parlants et les plus représentants pour chaque personne accompagnée. Donc voilà, ces interventions doivent être individualisées, coordonnées, pluridisciplinaires et systématiquement évaluées. Ça, c'est aussi une obligation de l'HAS, l'importance de l'évaluation. Donc on a l'obligation d'évaluer au moins une fois par an dans les établissements et pour les enfants, notamment avant l'âge de 4 ans. L'idéal, c'est de faire un suivi beaucoup plus régulier à raison de tous les 3 mois, hein, grosso modo. Alors, on va voir les résultats, c'est tout petit. Donc, les résultats des essais cliniques, on voit 40%. Là, je vais prendre le micro, peut-être. Oui, ok. Donc, on va voir 40% dans les études qui ont été menées jusqu'à aujourd'hui, 40% qui ont eu des réductions du QI, enfin, une amélioration du QI, avec cette intervention précoce, intensive et fréquente pour les enfants porteurs de TSA. On va avoir aussi, on a vu des améliorations dans les langages fonctionnels aussi, dans les vocabulaires. 60% des enfants ont obtenu des progrès significatifs en communication. 50% des enfants qui ont été testés et travaillés, pareil, ils ont eu des gains en indépendance quotidienne, c'est-à-dire de s'habiller, de manger, de faire les axes de la vie quotidienne et aussi scolaire. Et 35% des enfants aussi ont obtenu des réductions de symptomatologie en lien avec les TSA. Donc rappelez-vous que c'était la cognition sociale et c'était aussi les comportements répétitifs et les comportements restreints. Et à long terme, les études de Whitehouse et collaborateurs publiées l'année 2021 montre chez l'enfance, chez la période de la petite enfance, des améliorations dans les compétences des bases et dans la réduction des symptômes. Dans les périodes scolaires, un meilleur taux d'intégration en milieu scolaire ordinaire. Dans l'adolescence, moins d'aide spécifique nécessaire et plus d'autonomie. Et à l'âge adulte, des meilleures perspectives d'insertion sociale et aussi d'insertion professionnelle. Donc les différents apports, les résumés des différents apports qu'on vient d'échanger maintenant avec la présentation de l'intervention précoce auprès des enfants TSA nous donnent des élans et on nous donne aussi des perspectives plein d'énergie, plein de défis, on va dire, avec des transformations pratiques aussi en France, d'accord ? Donc maintenant, l'axe national et l'axe aussi des différents professionnels restent sur l'importance du passage du modèle institutionnel à un modèle inclusif. Hein. Inclusif, ça veut dire avec des coordinateurs des parcours, avec une bonne relation avec les différents acteurs du milieu ordinaire, et vraiment des passerelles qui puissent être modulables et suivies et personnalisées tout au long de l'accompagnement des personnes. Donc passer d'un modèle institutionnel à un modèle inclusif. L'importance aussi du diagnostic et de l'intervention précoce. Donc on a vu ce matin qu'il y a différentes étapes, que c'est les parcours de combattants finalement, d'obtenir un diagnostic.
Et là, c'est important aussi de s'appuyer sur des mesures concrètes pour pouvoir démocratiser l'accès au diagnostic, avec aussi une observation très fine et une sensibilisation à quels sont les signes d'alerte, quels sont les signes d'alerte d'un enfant porteur des TSA ou d'un potentiel enfant porteur des TSA. Notamment avant dès l'âge de 18 mois, il y a les tests MCHAT, voilà, qu'on a vu tout à l'heure. Donc, c'est un petit test de repérage qui peut être à disposition. Vous pouvez les télécharger gratuitement sur Internet, en format PDF. Moi, je les montre toujours dans les formations. Pourquoi ? Parce que c'est un outil très important pour les familles, parce que les familles, elles peuvent aussi s'en servir, parce que parfois, comme on disait, il y a une surgénéralisation, une surépidémie du TND à laquelle parfois on n'a pas des éléments concrets fins pour pouvoir prendre du recul, parce que les parents, notamment, ils n'arrivent pas à prendre du recul, c'est très compliqué. Donc voilà, ces petits tests des signes d'alerte qui peuvent être conseillés à diffuser et à utiliser parmi tous les acteurs, donc tous les proches, toutes les institutions, toutes les personnes qui sont en lien direct ou indirect avec les personnes et l'enfant en situation de handicap. Donc voilà, l'importance de la démocratisation et l'intervention précoce. L'importance aussi de la formation des professionnels, donc avec les plans nationaux sur l'autisme 2023-2027, il y a l'obligation de former tous les professionnels, notamment de la petite enfance, du centre des loisirs, etc., tous les périscolaires. D'accord, quelles sont les différentes stratégies, l'accompagnement, la posture, la gestion des troubles de comportement. Enfin, important de pouvoir travailler en vraie inclusion quotidienne. Et enfin, dans les changements majeurs, on a la coordination des dispositifs régionaux, qui est aussi essentielle pour pouvoir éviter les listes d'attente et pouvoir éviter après l'hétérogénéité négative par rapport à l'évaluation et par rapport aussi à l'intervention. Donc, on termine les diaporamas avec les défis et les perspectives d'avenir de l'Haute Autorité de Santé. Comme quoi, voilà, la démocratisation de l'accès, la formation continue, l'innovation numérique aussi, c'est quelque chose qui est un challenge, c'est très important. Comme on disait ce matin avec la vidéo sur la dyslexie. Donc, c'est important de pouvoir faciliter aussi l'accès au diagnostic et peut-être faire des modalités hybrides ou des modalités aussi télématiques pour éviter des listes d'attente aussi, pour éviter ces difficultés d'aujourd'hui. Donc, développer des outils numériques d'aide au diagnostic et de l'intervention. Et enfin, toujours continuer avec une bonne recherche française, nationale, et l'implication des familles. Voilà, alors j'ai pas fini. Si ça vous va, je vais vous montrer alors une vidéo qui dure une quinzaine de minutes. Et on va voir les quotidiens dans un CESAD qui s'appelle le CESAD Cereza, qui est à Toulouse, et qui est spécialisé à Denver. Donc vous allez voir à l'intérieur comment ça se passe, avec des intervenants aussi qui expliquent la méthodologie, voilà, toute la philosophie, tous les objectifs, etc. Donc je pense qu'on va terminer avec ça. Et après, si vous avez des questions, on fera le tour des questions avec toutes les questions que vous avez.